Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Bonjour mes chers abonnés. Alors nous sommes le 28 avril 2025. Alors ce 28 avril 2025 résonne chez moi particulièrement. J'ai été témoin avec un ami, François Darken, de la mort d'un photographe français, Michel Laurent, il y a 50 ans, sur une route du Sud-Vietnam. Alors, je profite du début de cette revue de presse pour faire un honneur aux 137 photographes qui ont été tués pendant les guerres d'Indochine et du Vietnam. Honneur à eux, honneur à ces photographes qui vous ont apporté des images que vous avez dû évidemment voir sur vos bouquins d'histoire, mais aussi, bien sûr, si vous étiez déjà là, dans vos journaux, dans Match, etc., etc. Dans Life, dans les journaux du monde entier. Et puis, à ces photographes du Nord-Vietnam qui ont également laissé leur peau pour montrer et témoigner de ce qu'ils vivaient. Alors, aujourd'hui, d'abord, j'aimerais vous présenter mes excuses pour une information qui n'était pas bonne. Maintenant, nous avons la certitude qu'il y a eu des Nord-Coréens à Kursk. Or, moi, pendant quelque temps, je plaisantais là-dessus en disant non, il n'y a jamais eu de Nord-Coréens à Kursk. En fait, le Kremlin vient de féliciter ces Nord-Coréens pour leur combat. C'est une chose absolument vérifiée de toutes parts. Donc, j'en suis désolé. C'était une fausse information. Encore désolé. La télévision nord-coréenne les présente comme des héros et des représentants de l'honneur de la patrie. Pour la première fois, la Corée du Nord reconnaît que ses soldats se battent aux côtés de l'armée russe face à l'Ukraine. L'agence d'État affirme qu'ils ont aidé Moscou à reprendre des zones de la région russe de Kursk sous contrôle ukrainien pendant des mois. Et d'ailleurs, à l'instant, ce matin, Vladimir Poutine félicite le dictateur Kim Jong-un pour son aide. On fait le point avec notre correspondante à Séoul, Chloé Borgnon. C'est effectivement par un communiqué de l'agence de presse nord-coréenne, la KCNA, qu'on a pu apprendre pour la première fois officiellement que Pyongyang envoie bien des troupes sur place. Alors, effectivement, ils ont indiqué que c'était des soldats nord-coréens qui ont aidé la Russie à reprendre le territoire de Kursk, où il y a une présence ukrainienne depuis août 2024. Kim Jong-un lui-même est cité par l'agence de presse en disant qu'il parle, lui, d'une mission sacrée pour l'armée, qu'il considère que ces soldats sont des héros. Il a aussi annoncé déjà qu'un monument sera mis en
en place dans Pyongyang pour commémorer en fait ces soldats et les actes qu'ils ont menés sur le territoire russe. La Russie aussi a reconnu pour la première fois officiellement cette présence nord-coréenne, c'était samedi, et ils ont en fait indiqué que ces troupes nord-coréennes étaient une aide importante pour l'armée russe. Alors la question qui reste et qui n'a été révélée par aucun des deux pays pour l'instant, c'est les chiffres, le montant de cette aide, c'est-à-dire combien de soldats nord-coréens sont présents sur place. Ce qu'on sait, c'est plutôt avec les renseignements ukrainiens, britanniques, américains, sud-coréens, il y aurait entre 11 000 et 14 000 soldats nord-coréens qui seraient venus sur le territoire entre octobre de l'année dernière et maintenant. Bonjour Dimitri, content de vous retrouver. Mais oui, je vois ça, je sens que ça vous fait vraiment plaisir. Mais oui. Les obsèques du pape François ont été un événement diplomatique ce week-end, Vincent, avec un tête-à-tête entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Ah oui, c'était pas parlé depuis l'Algarade dans le bureau ovale, et même si ça ne devait rien changer au cours de la guerre, ce tête-à-tête impromptu a fait naître un espoir vu de loin. On se demandait un peu lequel confessait l'autre. On a eu tôt fait de parler d'un miracle diplomatique et de déclarer le pape François plus grand mort que vivant. Ce n'était plus sancto subito, mais pax subito. Mais avant que Trump et Zelensky se parlent d'un cessez-le-feu les yeux dans les yeux, on a vu, grâce à la vidéo diffusée par la présidence ukrainienne, Emmanuel Macron aborder les deux hommes. Alors, est-ce que c'est vrai, Vincent, que Donald Trump a éconduit le président français? Alors, vous lisez les tabloïds britanniques, vous savez qu'ils regardent par le trou de la serrure numérique, qu'ils lisent aussi sur les lèvres, et c'est ainsi qu'une spécialiste, Miss Nicola Ickling, a décrypté pour le Sun la petite scène samedi au pied du cercueil. Selon Miss Ickling, le président ukrainien embarrassé dit à Emmanuel Macron « J'aurais bien voulu, mais pas comme ça ». Et l'Américain renchérit « Vous n'êtes pas à votre place, j'ai besoin que vous rendiez un service, ne restez pas ici ». Alors, évidemment, la perfide Albion prétend qu'une troisième chaise était prévue pour Emmanuel Macron et qu'il a fallu la retirer. En réalité, elle était destinée à un éventuel traducteur auquel les deux hommes n'ont pas eu recours. Trump a redécollé sitôt l'office terminé, mais il a été visiblement ébranlé. Peut-être que Vladimir Poutine veut continuer la guerre et me balade, a-t-il confié. Alors il va falloir changer de méthode. Volodymyr Zelensky, lui, escomptait un deuxième rendez-vous dans l'après-midi. En lot de consolation, il a eu droit à une promenade avec Emmanuel Macron dans les jardins de la Villa Bonaparte, l'ambassade de France auprès du Saint-Siège. Et puis il a rencontré aussi Keir Starmer. Est-ce que c'est fréquent de négocier comme cela en marge d'un enterrement, Vincent ? À la fin des obsèques de Jean-Paul II, je me souviens que Jacques Chirac était très content d'avoir poireauté pendant 3 quarts d'heure avant de quitter le Vatican. Il en avait profité, disait-il, pour parler à la terre entière. Et c'est propice à des discussions informelles quand des rendez-vous officiels auraient été peut-être plus difficiles à monter. Mais imaginez que Rome est dans Rome, que tout le monde civilisé s'y est retrouvé, tous frères et sur un pied d'égalité, est une vision complètement fausse et eurocentrée. La moitié de l'humanité séchait cette cérémonie. La Chine n'a envoyé personne. L'Indien Narendra Modi n'était pas venu non plus, trop occupé avec ses généraux. Et le Pakistanais Shehbaz Sharif, pareil, et pour la même raison, le Cachemire. Un imbroglio, comme vous l'avez dit, puisque on a tous vu cette photo de Donald Trump avec Volodymyr Zelensky sur le marbre du Vatican, sur 2 chaises rouges où ils discutent de la paix, alors très rapidement, hein. Mais avant cette photo, il y a Emmanuel Macron, le président français, qui s'est ridiculisé pour nous tous, qui a essayé de s'incruster tout simplement dans ce meeting bilatéral entre Américains et Ukrainiens. Et là, il y a eu quelqu'un qui lit sur les lèvres, qui a dit ce qu'a dit Donald Trump à Emmanuel Macron quand il le pousse, en disant, écoute, fais-moi une faveur, c'est pas ta place ici, va un peu plus loin. C'était à peu près ce qui a été dit à notre président, qui a obéi, évidemment, et qui s'est mis en scène ensuite dans de magnifiques jardins romains avec Volodymyr Zelensky. Keir Starmer également s'est mis en scène dans de magnifiques jardins romains avec Volodymyr Zelensky. Alors ça permet de voir que les pays européens ont de belles ambassades à Rome. Et puis ça permet de faire de belles images, mais évidemment, rien n'a été annoncé, rien n'a avancé pour la paix en Ukraine durant ces opérations de communication, hein, puisqu'il n'y a pas d'autre mot en réalité. Cette superbe scène à laquelle on a assisté, donc c'était samedi lors des obsèques du pape François à Rome, où on a vu Manu l'Incruste tenter encore une fois de s'imposer dans une discussion entre Zelensky et Trump dans un cadre assez particulier.
discussion qui, dans sa mise en scène pour tout catholique, rappelle la façon dont on peut se confesser des fois quand vous n'avez pas de confessionnal ou que vous allez en pèlerinage en plein air ou ce genre de choses. Eh bien, souvent, vous vous mettez à l'écart face à votre confesseur. Là, cette fois-ci, il n'y a pas l'anonymat, mais bon, à la rigueur, si vous vous confessez, c'est pour nettoyer votre âme. Donc, l'anonymat est pas très utile à mes yeux. Et nettoyer, guérir votre âme. Et donc là, on avait cette scène qui a été bien évidemment mise en place, chorégraphiée, mais qui a été absolument magnifique sur le plan symbolique, puisqu'on avait l'impression que Zelensky venait confesser ses péchés au père, entre guillemets, Donald Trump. Enfin, voilà, c'était un peu l'impression que ça donnait pour tous les catholiques, un peu au courant de la pratique de leur religion. Alors, avancer des négociations, peut-être, car M. Poutine vient d'annoncer une trêve de 3 jours. C'est quand même très très important. Il faut voir maintenant si l'Ukraine va suivre. Cette annonce, Washington, vous le savez, annonçait une semaine cruciale sur le front de l'Ukraine. Eh bien, les Américains ont, semble-t-il, été entendus par les Russes. En ce début d'après-midi, Vladimir Poutine a annoncé une trêve de 3 jours, du 8 au 10 mai prochain, sur le terrain ukrainien, sur décision du président russe. Je voulais le communiquer pour des raisons humanitaires à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire, à partir de minuit entre le 7 et le 8 mai et jusqu'à minuit entre le 10 et le 11. La partie russe annonce donc un cessez-le-feu. Voilà, à partir de là, si on parvenait à un cessez-le-feu, ce serait effectivement le premier pas vers l'ouverture de négociations beaucoup plus complexes et beaucoup plus longues sur l'établissement des conditions d'une paix nécessairement durable, mais en tout cas qui pourrait être mise en place. Maintenant, il est indéniable que les deux camps ont leurs exigences, et je dirais que d'une certaine manière, que le camp vainqueur ou dominant, qui est la Russie, ait des exigences est compréhensible, tout en n'en faisant pas l'apologie. Inversement, le camp qui aujourd'hui connaît une défaite, je parle de l'Ukraine, a lui des exigences qui sont totalement démesurées avec ses capacités d'action, et le fait qu'on ait vu encore ces derniers jours Zelensky racontait des stupidités comme celle qui consiste à dire que que la Crimée a toujours été ukrainienne et qu'il était hors de question de faire la moindre cession de territoire sur le sujet, alors même que le référendum a montré que près de 90% de la population de Crimée revendiquait haut et fort son appartenance à la Russie. Ça montre bien qu'on a là un acteur qui soit est sous l'emprise de son entourage extrémiste et qui sait qu'il risque lui-même d'être éliminé physiquement s'il entérine un tel accord, soit tout simplement des gens qui ont compris qu'ils avaient intérêt à continuer la guerre parce qu'elle les enrichit, elle leur permet de rester aux affaires. Donald Trump est très certainement tenté d'imposer une paix avant le 100e jour de son mandat. Il avait promis de faire la paix en 24 heures, elle n'est toujours pas là, et donc peut-être qu'il pourra se rattraper s'il peut dire qu'au bout de 100 jours, il a en main enfin à mener la paix. Bien sûr, cette paix ne se fera pas à des conditions favorables à l'Ukraine, mais tout simplement aussi parce que les conditions sur le terrain ne sont pas favorables à l'Ukraine. Le tout est de savoir jusqu'où l'Ukraine devra faire des concessions et jusqu'où ce que propose Donald Trump est acceptable ou inacceptable pour l'Ukraine, pour les alliés européens de l'Ukraine et pour la communauté internationale. Par rapport à Volodymyr Zelensky, Donald Trump a à la fois une hostilité personnelle et un projet stratégique. L'hostilité personnelle, elle date de son premier mandat, lorsque Volodymyr Zelensky, qui venait d'être élu à la présidence ukrainienne, a refusé de donner des éléments qui auraient servi Donald Trump dans sa campagne pour mettre en difficulté Joe Biden à propos du comportement de son fils Hunter, qui était lobbyiste en Ukraine, grassement payé. En fait, on achetait l'influence du père. Mais Volodymyr Zelensky n'avait pas cédé à l'époque, et du coup, Donald Trump avait menacé de cesser toute aide à l'Ukraine. Et il se retrouve 4 ans plus tard, la guerre est déclarée. Donald Trump communique sur le fait que s'il avait été président, cette guerre ne serait jamais survenue. Et donc son projet stratégique, c'est d'apparaître comme un faiseur de paix, puisqu'il candidate au prix Nobel de la paix, mais surtout d'établir une relation stratégique avec la Russie de Poutine et en délaissant l'Europe qui, selon lui, vit au crochet des États-Unis, l'Union européenne ayant été créée pour, je reprends son expression, entuber les États-Unis.
Je trouve en effet que pour l'instant, cette guerre tarde beaucoup à se terminer par rapport aux espoirs que nous avions tous avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et que indéniablement, quoi qu'en disent les médias, quoi qu'en disent les politiques européens, le blocage vient bien de la partie ukrainienne avec une obstination claire et nette de la part de Zelensky et de son entourage pour qui finalement le conflit est une aubaine parce qu'il lui permet de rester au pouvoir, de continuer à gagner de l'argent, voire à en détourner. Et donc, nous sommes là dans une situation qui est finalement plus complexe que nous ne l'imaginions, mais surtout, on s'aperçoit que finalement, Trump fonctionne à front renversé entre ces deux interlocuteurs que sont l'Ukraine d'un côté et la Russie de l'autre. Alors justement, pour appuyer vos propos, je vous propose d'écouter dès à présent Donald Trump. Je dirais que la Russie est prête et beaucoup de gens en Russie veulent aller jusqu'au bout. Je pense que nous avons un accord avec la Russie. Nous devons obtenir un accord avec Zelensky et je pensais que ce serait plus facile de négocier avec lui. Et donc, il a finalement plus de facilité d'une certaine manière à négocier avec Poutine, à rétablir les relations américano-russes qu'à convaincre le Zelensky et donc le gouvernement désormais illégitime qu'il dirige, puisque les élections n'ont pas eu lieu depuis un an, finalement à changer sa position et à parvenir à des négociations de paix qui finalement semblent être surtout pas ce que veut le régime de Kiev. Le démenti cinglant des Américains à l'égard du chancelier Merz, qui disait donc il y a 15 jours, oui, moi je vais envoyer des Taurus à l'Ukraine, ils pourront taper le pont de Kerch, nanani, nananer. Je vous avais dit tout ça, ça sert à rien, c'est du déclaratif. Ça a été très simple. Dans les jours qu'on suivit, les Américains ont dit mais Monsieur Merz il fait pas ça du tout parce que dans le Taurus il y a des composants électroniques américains. Alors c'est un faux prétexte, bien évidemment. Il y a des composants électroniques américains et on n'a pas envie que s'il y a un missile qui est défaillant et qui tombe quasiment intact entre les mains des Russes, il puisse accéder à notre technologie. Alors il faut distinguer parmi les conditions que Donald Trump met en avant ce qui est une réelle prime pour Poutine. Ce qui est le constat de la réalité, c'est le fait que la Crimée reste russe, ainsi que les territoires qui sont déjà conquis par l'armée russe. Je dis ça depuis longtemps, mais il faut simplement répéter que le chef d'état-major de l'armée américaine avait dit cela en octobre 2022, que le chef d'état-major de l'armée ukrainienne avait dit cela en octobre 2023, que l'Ukraine ne pourrait pas récupérer les territoires. Et quand j'entends des gens qui aujourd'hui disent « nous pourrons récupérer la Crimée, c'est une question de volonté », voilà, on est complètement dans l'irréalité et ça ne serait que prolonger pour le plus grand malheur de l'Ukraine, parce que ceux qui disent ça ne sont pas au front. Et on voit que en Ukraine, même s'il y a une volonté de ne pas accepter une humiliation russe, une volonté de maintenir la souveraineté de l'Ukraine, il y a aussi des gens qui ne veulent plus être envoyés au front et qui se disent que continuer la guerre alors qu'il n'y a aucun espoir d'inverser la situation sur le terrain militaire et simplement envoyer des gens à la mort et continuer à affaiblir l'Ukraine et de laisser la Russie continuer à grignoter. En réalité, quand on regarde les faits, eh bien, on se rend compte que la majorité de ce que dit Poutine est fondée, que ça nous plaise ou non. Beaucoup de chercheurs dont nous faisons partie le constatons. Nous sommes victimes de la même critique que Donald Trump en disant comment dire, vous diffusez aussi la rhétorique russe, mais en réalité, sur la majorité des points qu'avance Poutine, sur le rôle négatif qu'a eu l'OTAN, sur les promesses qui n'ont pas été tenues, sur les bombardements et l'attaque contre le Donbass du 16 février 2022 qui a déclenché l'opération militaire spéciale russe, tout ça est absolument exact et ceux qui le nient sont dans le mensonge ou la mauvaise foi la plus caractéristique. On voit d'ailleurs se multiplier depuis quelque temps un certain nombre d'écrits, rapports ou livres notamment d'anciens observateurs de l'OSCE qui étaient sur place à partir de 2014 et jusqu'au début du conflit et qui de manière extrêmement précise et extrêmement documentée montrent bien les dérives dictatoriales du régime ukrainien, la haine farouche qui a qui a animé Kiev et les néo-nazis ukrainiens contre les gens du Donbass, et puis les bombardements quasiment à sens unique, on va dire, contre le Donbass jusqu'à l'offensive du 16 février. Donc tout ça étant rejeté, tout ça étant nié, bien évidemment, il est facile de dire que Poutine raconte n'importe quoi et que Trump reprend ses propos. Malheureusement, quand on regarde les faits, bien, on est obligé de constater que tout ceci est fondé. Поздравляю весь личный состав всех воинских подразделений
принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, вторгшихся на российскую территорию в Курской области. Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе и западными образцами техники силами ВСО, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения. Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима. Donc, de fait, l'Ukraine est en dehors de l'OTAN, même si les pays de l'OTAN ont largement et continueront largement d'aider l'Ukraine. Par contre, ce qui est beaucoup plus compliqué à accepter, c'est la levée des sanctions sur la Russie. Et là, il y a effectivement un débat et les Européens pourront, eux, continuer et devraient probablement continuer à maintenir les sanctions à l'égard de la Russie dans un premier temps, en tous les cas. Et donc, il y a une vraie divergence entre Européens et Américains. Et aussi reconnaître officiellement l'annexion de la Crimée. C'est une chose que de dire on ne va pas continuer la guerre pour rien, que de reconnaître officiellement et de donner cela en cadeau. La seule concession que Poutine pourrait éventuellement faire, mais elle est vraiment très modeste, c'est de renoncer au territoire qu'il a juridiquement, selon la loi russe, parce que internationalement, bien sûr, selon le droit international, ça ne vaut pas, les territoires qu'il a annexés, mais qu'il n'a pas encore conquis par la force. Le 23 février 2014, c'est la première décision des autorités non élues de l'Ukraine, a été d'abolir le statut de la langue russe en Ukraine, qui était, depuis 2012, considérée comme une langue officielle au même titre que l'ukrainien. C'est la loi Kivalov-Konichenko de 2012. Et elle a été abolie par la décision du 23 février 2014, et c'est ce qui a déclenché, d'ailleurs, d'ailleurs la représentante des droits de l'homme de l'OSCE a condamné la décision de ces autorités non élues, je le rappelle, de Kiev à ce moment-là, parce qu'elle a dit que ça va déclencher une catastrophe dans un pays où les équilibres ethniques et culturels sont déjà très fragiles. Et là, ce qu'a dit cette représentante de l'OSCE a été suivi des faits, puisque tout le Sud, et pas simplement les républiques du Donbass, c'est très important de le dire aussi, tout le Sud, toujours est-il que tout le Sud du pays s'est enflammé. Et moi, je suis allé d'ailleurs à ce moment-là, j'étais à Odessa, pour la promotion d'ailleurs d'une volée de sous-officiers de l'Académie navale d'Odessa. Je travaille à l'OTAN. Et à ce moment-là, c'est précisément le moment où toutes les forces rebelles de tout le sud de l'Ukraine ont déclaré unifier leurs forces et ont créé les forces unifiées de Novorossiya. On a tout le sud du pays, pas simplement le Donbass. Et c'est ça qu'on ne veut pas comprendre. Et ce qui s'est passé entre, grosso modo, septembre 2014 jusqu'en 2015, ça a été une répression terrible qui a fait que, finalement, tout s'est réduit comme une peau de chagrin au Donbass, parce que c'est là où il y avait les irréductibles, en quelque sorte. Mais tout le reste a été réprimé de manière extrêmement brutale. Et c'est là, d'ailleurs, où il a fallu créer ces paramilitaires spéciaux avec l'aide des Occidentaux, avec l'aide de la France, du Canada, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, qui ont formé des paramilitaires, on peut leur, disons, avec des ultranationalistes, appelons-les comme ça, qui, eux, ont pris le relais de l'armée ukrainienne qui ne voulait plus se battre. Il me semble plus important de rappeler, quand on accuse la Russie de ne pas vouloir la paix, c'est que fin mars 2022, 6 semaines après le début de l'offensive, il faut encore une fois le rappeler, les Russes étaient prêts à négocier et avaient montré un certain nombre d'éléments de bonne volonté. Ils avaient retiré leurs troupes autour de Kiev. Ils discutaient essentiellement à Istanbul avec les
Ukrainiens et que Naftali Bennett, je le rappelle, l'ancien Premier ministre israélien en a été le témoin, et que grâce à des pressions américaines et à l'intervention de Boris Johnson, les Ukrainiens ont rejeté ces accords de paix. Donc, et c'était des accords de paix qui étaient finalement extrêmement favorables à l'Ukraine, puisque la Russie ne demandait même pas le maintien des 4 oblasts dans la Fédération de Russie. À partir de ce moment-là, quand on va dire depuis quelques mois, où on parle de plus en plus de paix et que l'on accuse systématiquement Moscou de ne pas la vouloir, je crois que c'est l'hôpital qui se moque de la charité, et les grandes déclarations assez grandiloquentes, aussi bien de Keir Starmer que d'Emmanuel Macron, sont tout à fait pathétiques parce qu'elles omettent le passé et qu'elles sont finalement sorties de leur contexte. Tout ça pour essayer de charger la Russie et de soutenir Zelensky. La raison pour laquelle il y avait une menace sur la population du Donbass, c'est que, et d'ailleurs on le voit déjà dans la presse russe, juste avant le 24 février, c'est-à-dire dans les mois de janvier et de février, si on lit ça, on s'aperçoit qu'il y a des soucis, et ces soucis sont liés à en tout cas, perception. Moi, je pense que c'est plus qu'une perception, puisque Oleksiy Arestovitch a expliqué qu'il y avait un lien entre l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et la question du Donbass. Et en Russie, il y a eu clairement cette perception-là, qui à mon avis est justifiée, mais qui fait que, si vous voulez, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN fait partie d'un arrière-plan qui a permis ou qui a provoqué la menace sur les populations du Donbass, la menace explicite qui s'annonçait sur les populations du Donbass, qui a été, d'ailleurs, c'est pas une menace qui est issue de rien du tout, puisque je vous rappelle que le 24 mars 2021, c'est-à-dire presque une année auparavant, Volodymyr Zelensky a signé un décret pour la reprise de la Crimée et du sud du pays, qui impliquait également reprise de souveraineté, si on peut dire ça comme ça, sur les populations, sur les deux républiques, ou la partie des deux républiques du Donbass, de Donetsk et de Lugansk. The Trump administration is interested in searching for a balance of interest. They sincerely want to understand better the Russian position, and they're getting this understanding. And we understand better the American position through negotiations and meetings and discussions which we have with them. There are several signs that we are moving in the right direction. First of all, because President Trump is probably the only leader on earth who recognized the need to address the root causes of this situation. When he said that it was a huge mistake to pull Ukraine into NATO, and this was a mistake by Biden administration, and he wants to rectify this. Le rapport du camarade Gerasimov sur les opérations dans le secteur de Koursk. Alors là, moi, j'ai adoré, parce que on est dans un grand moment avec nos camarades NAFO. Gerasimov dit, les troupes ont fait le boulot, on a libéré quasiment tout l'oblast, alors lui, il dit on a libéré tout l'oblast de Koursk. Il semblerait, selon certains comptes OSINT qui nous servent de référence et qui nous informaient encore hier soir, il semblerait qu'il reste 9-10 km² de forêt ou de campagne entre les mains des Ukrainiens hier soir. Alors je pense que les Russes ont fait une déclaration pour nous dire que pour eux c'était réglé parce qu'il n'y avait plus de localité qui était entre les mains des Ukrainiens. On y viendra tout à l'heure. Et puis donc il nous dit on a détruit plus de 76 000 hommes du côté ukrainien tués ou blessés, plus de 7 700 systèmes d'armes, etc. Enfin bref, on leur a cassé les reins. Et il nous dit on remercie nos camarades coréens de nous avoir filé un coup de main dans cette affaire. Well, I don't think peace deals are built on trust. I think peace deals have to be built on verification, have to be built on facts, have to be built on
on action, have to be built on realities. So this is not an issue of, of trust. It's an issue of building in these sorts of things, verification, security guarantees, things that have been discussed in the past. All these things are being talked about here. All of these things. Yeah. But right now, it's not the time. If we're trying to bring two sides together, the last thing you want to do is give some side, one of the two sides, an excuse to walk away from this effort. We're just trying to achieve peace. At the end of the day, let me remind everybody, what we are trying to do is end a war that has cost a lot of money to us, to our allies, cost a lot of lives, destroyed a lot of lives, forced people by the millions to leave their country, millions of Ukrainians that no longer live in the country and have not been able to come back. We just want all this to stop. And we're trying to find whether we can play a role to make that happen. I hope, everyone should hope that we're successful. Instead of rooting against President Trump, everyone should be hopeful that President Trump can bring this war to an end, because it truly, at this point, is not good for anybody. It may not work out. Peace deals are hard. But we are trying, and I think the President deserves credit for spending this much time and this much energy and these many resources to try to bring about this outcome of peace. Donc, vous voyez la zone en jaune, hein, que moi j'ai encadré en rouge, c'est la dernière zone reprise donc ces dernières 48 heures par les Russes, et Gerasimov, puisqu'il faisait son rapport à Vladimir Poutine, hein, il a fait toutes ses déclarations au cours de ce rapport, derrière, il a annoncé que, eh bien, comme vous pouvez le voir, hein, la frontière est tracée en orange entre l'Ukraine et la Russie, que la Russie poursuivait ses opérations sur le territoire de l'Ukraine dans l'oblast de Soumy, pour créer cette zone tampon. Hein. Il a repris cette expression de zone tampon, de zone de sécurité, qui avait déjà été évoquée lors du passage de Vladimir Poutine dans la zone après la reprise de Soudzha. What is 2 weeks? Give us what is the actual date? What is the timeline? 2 weeks or less, and if it's a little more at the time, I say. But you know, they're losing a lot of people. We have 3,000-4,000 people dying every single week. That's a lot of people to lose. You can imagine parents waving from Ukraine and from Russia, waving to their son as he leaves, and you know, a week later he's dead on a battlefield, all carved up and chopped up. I've seen it. I see the satellite pictures. They're horrible. They're horrible. I would say it can't get any worse. Body parts laying all over. I don't even like looking at them. Body parts laying all over fields. What are they doing? It would have never started if I were president. Is your relationship with President Zelensky better now than things were in the Oval Office? It was never bad. We had a little dispute because I disagreed with something he said, and the cameras were rolling, and that was okay with me. But we had a dispute. But look, he's in a tough situation. On a vu se développer encore une fois des attaques sur les flancs nord et sud du secteur de Chassovyar pour renforcer les positions russes, hein, et permettre aux Russes de tenir solidement les flancs afin d'éviter des problématiques de contre-attaque comme celles qu'ils ont vécues à Toretsk. Dans le secteur même de Chassovyar, comme vous pouvez le voir, alors au nord, hein, il y a eu des affrontements autour de plusieurs villages, hein, Orikovo, Vassilivka, Grigorovka, mais ça n'a pas donné lieu à des gains ou des pertes de terrain de part et d'autre. Dans le secteur, donc immédiatement au sud de Chassovyar, vous avez eu du terrain qui a été pris, enfin dans l'agglomération de Chassovyar, qui a été pris par les Russes. Il y a toujours une résistance qui est absolument héroïque des combattants ukrainiens. J'ai encerclé en bleu leur position. Ils sont là depuis des mois. Je ne sais pas comment ils font pour tenir à la fois en termes de ravitaillement de munitions, de nourriture, etc. Enfin, c'est absolument prodigieux. Hein. Là, autant on pouvait dire que certaines unités sont parties ou se sont rendues très rapidement dans d'autres circonstances. Là, ces gars-là, ils font quelque chose d'absolument remarquable. Hein. Il faut saluer leur courage et leur détermination parce que elle impose le respect à tous, qu'on soit ou non favorable à leur cause. Mais tout d'abord, les Russes ont dit à maintes reprises qu'ils ne voulaient pas négocier avec Zelensky, à la fois parce qu'il n'était plus le président légitime de l'Ukraine et qu'ils le considèrent comme responsable des provocations qui ont conduit à ce conflit. En tout cas, c'est le point de vue russe. Et puis, ils savent très bien qu'il est entre les mains de groupes extrémistes qui, finalement, influent sur le pays depuis plus de 10 ans et qui l'empêchent d'avoir toute marge de manœuvre. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est
ce sont les négociations au sens propre. Qu'est-ce qui va advenir après cette guerre? Quels sont les territoires qui restent intégrés dans la Fédération de Russie? Quelle va être la ligne de front? Quelles vont être les contreparties en matière de distribution d'énergie? Quelles vont être les contreparties sur les territoires qui resteront ukrainiens, mais dans lesquels les populations d'origine russe et de langue russe sont majoritaires? Voilà. Donc il faut dire en ce moment que le temps joue pour les Russes, indéniablement, beaucoup plus sur un plan diplomatique et un peu moins sur un plan militaire, parce qu'on voit que les choses avancent comme depuis le début du conflit assez lentement. Les Russes peuvent jouer aussi sur le fossé qui est en train de se creuser entre les Américains et Zelensky. Et donc, finalement, ils sont beaucoup moins pressés de parvenir à un accord que ne l'est Trump lui-même. On va parler donc encore une fois du secteur de Pokrovsk. Andrivka, donc Pokrovsk encadré en bleu en haut à droite de la carte. Le secteur d'Andrivka, c'est celui qui est encadré en jaune en bas de la carte. Comme d'habitude, il y a eu des gains de terrain, mais comme d'habitude, donc toute la partie qui est encadrée en rouge, la plus immédiatement aux abords de Pokrovsk, fait l'objet de combats qui sont très importants entre les forces russes et ukrainiennes pour des contre-attaques locales très violentes côté ukrainien, et puis des attaques pour tenter de tenir les positions, de renforcer les positions face à ces contre-attaques de la part des Russes. Donc comme on l'a évoqué, les Russes ont décidé donc d'essayer d'élargir cette tête de pont plus au sud, et donc là c'est ce qui semble avoir fonctionné hier, puisque vous le voyez dans la zone orangée, on a donc des zones plus importantes qui ont été prises au sud d'Ouspenivka et au nord-ouest de Navdivka. On a toujours cette volonté dans le cadre qui est on va dire en jaune clair, en beige. On voit qu'également là les Russes poursuivent leur tentative de progression vers l'ouest en direction de Novopavlovka. Il n'y a pas eu de gain là par contre de part et d'autre, et on note des contre-attaques ukrainiennes qui sont toujours symbolisées par des flèches jaunes. Et puis dans le secteur donc autour, alors à l'ouest de Andrivka-Konstantinopil, on a toujours des combats dans la banlieue d'Aleksivka et puis aux abords de Bagatyr. Les Russes n'ont toujours pas réussi à avancer plus dans le village de Bagatyr, mais par contre, juste au sud, ils occupent, vous le voyez encore, en zone orangée, du terrain supplémentaire qui va probablement leur permettre de flanquer les positions défensives ukrainiennes dans la ville. Prezydent Polski Andrzej Duda wciąż wierzy w zdolność Donalda Trumpa do osiągnięcia wymuszenia pokoju na Ukrainie. W specjalnej rozmowie, którą Euronews w Warszawie przeprowadził z nim, polski prezydent mówi także o tym, że Donald Trump był właścicielem kasyn, stąd też mając na uwadze jego doświadczenie biznesowe, Unia Europejska powinna z nim ostro grać, jeżeli chodzi o pomysł ceł nakładanych na Unię Europejską przez Stany Zjednoczone. On parle campagne électorale, mais tu regardes ça d'une perspective internationale parce que ça devient ce qui se passe aujourd'hui au Canada, la première élection majeure dans un pays du G7 post-assermentation de Trump, retour de Trump. Qu'en penses-tu? La curiosité est élevée. Cette année, je dois dire que de Paris, j'ai été plusieurs fois surpris de voir l'intérêt que pouvait générer le Canada, parce qu'en général, c'est plutôt l'indifférence. Alors, je te dirais que hier, pour toutes les mauvaises raisons, en raison donc de l'attaque à la voiture bélier à Vancouver, ça a beaucoup retenu l'attention. Mais aujourd'hui, l'élection, on se demande si le Canada n'est pas un peu le canari dans la mine qui va nous indiquer ce que les électeurs ailleurs dans le monde pourraient faire. Sinon, qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont des relations avec les États-Unis qui sont comparables à celles du Canada et peut-être du Mexique avec les États-Unis, des économies extraordinairement intégrées. Mais la curiosité, c'est est-ce que le populisme qui, depuis quelque temps, a le vent en poupe en Europe, on le voit ici en France avec le Rassemblement national, on l'a vu depuis de nombreuses années en Hongrie, mais on le voit aussi avec Neil Farage en Angleterre, même s'il n'y a pas d'horizon bientôt en Angleterre, il y a une croissance de la popularité des partis plus populistes, on va dire souvent d'extrême droite. C'est ce qu'on sentait au Canada avec M. Poilievre, qui avait plus que le vent en poupe. On le disait gagnant il y a quelques semaines. J'ai pas besoin de te dire ce qui a été probablement beaucoup souligné à l'antenne. Et ce matin, on se réveille avec des sondages qui nous donnent l'impression que ce serait un gouvernement, dans le pire des cas, minoritaire libéral et peut-être majoritaire libéral. Parce que Donald Trump, c'est
invité dans l'équation électorale et qu'on voit ce qu'a été la réaction des Canadiens qui sont en ce moment choqués, indignés de ce qui se passe aux États-Unis et du traitement qu'on nous réserve. Mais je te dirais que c'est vrai aussi en Europe, dans des proportions qui ne sont pas exactement les mêmes, mais c'est cette espèce de surprise à l'idée que ce qui était une relation stable ne l'est plus du tout, avec des contre-coups pour toutes les populations et pour ceux qui sont aux manettes. Les Européens qui sont un peu dans les câbles se demandent s'ils pourront trouver une entente, négocier quelque chose sur le commerce, exactement comme le Canada. Et au pays, tu l'as sans doute aussi constaté, cette espèce de polarisation qui fait qu'un système multipartite, on verra les résultats ce soir, n'est plus tout à fait un système multipartite parce qu'on va essentiellement avoir deux partis qui s'affrontent, un peu comme aux États-Unis. Alors le centre-droit, les conservateurs, puis le centre-gauche, les libéraux, puis à la marge, le bloc, les néo-démocrates, qui ne sont plus les acteurs qu'ils ont déjà été parce que la présence du gorille de 800 livres a changé complètement l'équation politique. On estime à 450 000 environ, ou 480 000, le nombre des morts américains dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, c'est pour tous les fronts, l'Europe et le Pacifique. Ensuite, ça compte aussi les morts qui ne sont pas des morts au combat. Il y a aussi des morts par accident. Il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup d'ivrogneries, beaucoup de maladresse, beaucoup de cafouillage, beaucoup de friendly fire, donc de morts par balle amie, par tir ami, etc., etc. De malades, de dysenterie, tout ce que vous voulez. Mais il est très rare, et ça c'est un commentateur américain qui le disait cette semaine dans un entretien, il est très rare de tomber sur une famille aux États-Unis qui a eu qui se souvient, qui commémore un ancêtre mort dans la Deuxième Guerre mondiale. Et le même personnage mentionne que l'expérience a été tentée dans une conférence avec des Russes. On a demandé à 5 Russes éminents lequel d'entre eux avait perdu des parents proches, des ancêtres proches dans la Deuxième Guerre mondiale, et les 5 ont levé la main. De la même manière, dans le pays où je suis né, la Serbie, il n'y a pas de famille qui n'a pas perdu quelqu'un. Dans la Deuxième Guerre mondiale, à commencer par la mienne. Et en plus, c'était pas des morts au combat, c'était des morts par génocide. Génocide qui a été gentiment, tranquillement, discrètement mis sous le tapis. Donc, le grand paradoxe veut que le grand pays qui a été le mieux protégé des guerres mondiales est celui qui est aujourd'hui le plus malade. À cause de l'hubris, à cause de son ambition, à cause de sa manipulation de sa propre monnaie qu'il a utilisée comme moyen en faisant la monnaie de réserve et la monnaie d'échange numéro 1 dans le monde et pratiquement exclusive, et en l'imprimant comme on imprime des faux billets, il s'est donné le moyen de vivre au crochet du reste du monde. L'armée israélienne a de nouveaux prix pour cible la capitale libanaise. Nous avons vu une énorme explosion dans cette zone très peuplée de la banlieue sud de Beyrouth, après que les habitants se sont précipités pour fuir la zone, suite à un avertissement lancé par Israël environ 1 heure plus tôt. Un hangar a été détruit ainsi que les bâtiments environnants. Les forces de défense israéliennes ont déclaré avoir touché un dépôt contenant des missiles de précision du Hezbollah. Le président libanais a condamné l'attaque et a exhorté les États-Unis et la France, garants du cessez-le-feu, à intervenir. Mais cette attaque, non provoquée un dimanche après-midi, a une fois de plus ravivé la peur et la panique au sein de la population. Et la question que se posent beaucoup de gens est de savoir quand cela va s'arrêter. En réalité, le Hezbollah est affaibli. Il n'a plus d'armes, plus d'argent et sa capacité de riposte est faible, voire inexistante. Et ce, alors qu'Israël a intensifié ses attaques, principalement dans le sud, avec des bombardements fréquents, des assassinats ciblés et la destruction d'infrastructures civiles. Certains considèrent donc que cette dernière frappe montre qu'Israël est déterminé à atteindre son objectif de destruction du Hezbollah, où et quand il le souhaite. C'est la première fois depuis des décennies qu'Israël ne rencontre pas de résistance significative de la part du Liban. Cela marque un nouveau chapitre dans l'équilibre des forces entre les deux pays, qui rend le Liban de plus en plus vulnérable. Il sera donc crucial de voir comment Israël procède, jusqu'où il est prêt à aller pour atteindre ses objectifs, et si et quand les États-Unis et la France prendront des mesures pour l'en empêcher. L'explosion au port de Shahir-Adjaï a provoqué une onde de choc dans la région, laissant un champ de ruines dans son sillage. Des ouvriers, des chauffeurs et des employés du port figurent parmi les victimes.
La commission parlementaire iranienne de la sécurité nationale et de la politique étrangère a rapidement rejeté les rumeurs, niant tout lien avec la production de missiles. Les autorités confirment que l'explosion a été provoquée par des produits chimiques se trouvant à l'intérieur de conteneurs et que la chaleur extrême, des températures allant jusqu'à 40 degrés Celsius, serait à l'origine de l'explosion. Le président Massoud Pezeshkian a ordonné une enquête approfondie. Après s'être rendu sur place dimanche, il a émis des directives urgentes pour gérer la crise. L'ampleur des destructions est stupéfiante. Les premiers rapports font état de plus de 10 000 conteneurs détruits, ainsi que de graves dommages causés aux véhicules et aux infrastructures. Les autorités travaillent sans relâche pour reprendre les opérations dès que possible. La Russie envoie des avions d'urgence avec des experts en intervention en cas de catastrophe. De nombreux autres pays ont présenté leurs condoléances. Les opérations de sauvetage et de remise en état se poursuivent, tandis que les autorités évaluent l'ensemble des conséquences. Entre-temps, le procureur général de l'Iran a promis que le gouvernement indemniserait les personnes touchées. En signe de solidarité, les habitants de Bandar Abbas et des provinces voisines donnent leur sang, répondant ainsi à l'appel urgent des autorités médicales pour venir en aide aux blessés. Sur le plan israélien, on a vu des manifestations, toujours de citoyens israéliens qui disent on en a assez, il faut arrêter tout ça. On en a vu une pour la première fois où carrément les Israéliens portaient les portraits d'enfants palestiniens. Écoutez bien, des citoyens israéliens, vraisemblablement de confession juive, défilent dans les rues de Tel Aviv avec des portraits des enfants palestiniens assassinés à Gaza. La soif de vengeance de sang et de destruction ne nous a pas ramené les morts et les vivants. Voilà pourquoi il dit que ça sert à rien de continuer de faire la guerre, de massacrer des innocents, parce que l'idée de se venger du Hamas et des autres n'a rien permis d'obtenir. Une délégation du Hamas a informé le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan à Doha, la capitale qatari, de la situation humanitaire à Gaza et les derniers pourparlers sur le cessez-le-feu. Le Hamas a indiqué que sa délégation s'était rendue au Caire samedi et avait eu des entretiens intensifs avec des responsables égyptiens. Le premier ministre du Qatar a déclaré que les efforts pour parvenir à un nouveau cessez-le-feu dans la bande de Gaza avaient progressé, mais qu'un accord restait difficile à obtenir. Entre-temps, les attaques israéliennes se poursuivent. Les autorités de Gaza affirment que 50 personnes ont été tuées dans les frappes israéliennes de dimanche. Le programme alimentaire mondial indique que ses stocks de nourriture à Gaza sont épuisés. Les responsables de l'ONU indiquent que les habitants de Gaza meurent lentement alors qu'Israël impose un blocus total de l'aide depuis le mois de mars. En effet, le massacre d'une trentaine de touristes au Cachemire indien par des islamistes venus du Pakistan replonge ce coin d'Asie dans une crise aiguë. Oui, alors toutes les nuits, Indiens et Pakistanais échangent des tirs le long de la frontière. Tous les visas sont suspendus, les ressortissants expulsés. Depuis l'indépendance, le Pakistan et l'Inde se sont affrontés 3 fois au Cachemire. Comment imaginer une 4e fois alors que ce sont désormais 2 puissances nucléaires? En fait, la guerre est impossible. Le Cachemire coûte toujours trop cher. À défaut, l'Inde a suspendu le traité sur l'eau de l'Indus. Plus une goutte pour les Pakistanais. Il n'y a pas besoin de lire sur les lèvres pour savoir que couper l'eau à un pays est un acte de guerre. Donald Trump se propose en médiateur. Au moins, il ne devrait pas trouver Emmanuel Macron sur son chemin. Alors, information très importante. Marco Rubio veut faire signer au Rwanda et au Congo un traité de paix. Est-ce que nous allons arriver à une paix au Congo? Écoutez, en tout cas, je l'espère. Avec au centre Marco Rubio, la dame qui se trouve à droite de Marco Rubio et donc à gauche sur l'écran, c'est Madame Thérèse. Alors excusez-moi si j'écorche son nom, mais je suis pas spécialiste des noms de famille africains. C'est Thérèse Kayikwamba Wagner, qui est la ministre des Affaires étrangères de la RDC. Et puis de l'autre côté, à gauche de Marco Rubio, à droite sur la photo, c'est Olivier Nduhungirehe, qui est donc lui, alors excusez-moi encore pour la prononciation, qui lui est le ministre des Affaires étrangères rwandais.
Et donc, on a eu la signature d'un cessez-le-feu, d'un énième cessez-le-feu, diront certains, mais cette fois-ci avec une énorme pression de la part des États-Unis, hein, puisque là, on se trouve, vous voyez derrière Marco Rubio, il y a un portrait de Colin Powell, ça s'est passé à Washington la semaine dernière, et donc, on est dans une situation où les Américains mettent la pression sur le gouvernement rwandais, et donc aujourd'hui on est dans une situation où, selon la déclaration, et je vais me permettre de vous la lire pour que les choses soient très claires, qui a été produite par les Américains lors de la conférence de presse, c'est permettez-moi d'abord de clarifier une chose, la position des États-Unis est que le M23 doit déposer les armes et que les forces rwandaises doivent se retirer de la République démocratique du Congo. C'est notre position, donc celle des États-Unis, et elle est très claire. Le maître américain, avec la nouvelle diplomatie de Donald Trump, vient siffler la fin de la partie et vient dire à Kagame, tu remballes tes bonhommes et tu retournes au Rwanda, et nous, on va gérer ce qui se passe sur place. Très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est que l'Italie, si on se souvient, il y a encore 3 ans, l'Italie voyait se succéder des premiers ministres à une cadence très rapide, un peu comme en France avant la chute de samedi 1958, quand le général de Gaulle a pris le pouvoir, la chute de la 4e République. Et on a vu arriver Madame Meloni, qui venait d'un parti considéré et qui était considéré comme d'extrême droite, et qui d'ailleurs elle l'affirme, elle le revendique, et qui est arrivé au pouvoir. Et comme d'habitude, chez nous, on en a dit pique-pendre en annonçant que ça allait être un échec total. Et puis, force est de constater 2 ans plus tard, un peu plus de 2 ans plus tard, qu'elle est en train de faire une percée spectaculaire, non seulement au niveau européen, mais également au niveau mondial, puisque, et on va en reparler, le 17 avril, elle a été envoyée par l'Union européenne pour rencontrer Donald Trump et négocier cette histoire des droits de douane. Donc ça montre qu'elle est devenue, et c'est ça qui je trouve passionnant et sur lequel on va discuter avec Emmanuel, c'est que avec Emmanuel Dupuis, elle est devenue le chef d'État le plus représentatif de l'Europe. C'est quand même spectaculaire par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Il faut bien reconnaître. Et alors, quand on regarde, et on va essayer de le voir justement à travers différents aspects, non seulement elle a pris une position importante au niveau international, mais au niveau intérieur, elle est en train de réussir un pari très intéressant, parce qu'il y a plein de leçons à en tirer. Et au niveau diplomatique, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aussi bien vers la Méditerranée que vers l'Europe et ailleurs, elle fait un parcours sans faute. Madame von der Leyen dirige aujourd'hui tout. La pratique, elle dirige pour 2 raisons. Oui. La première, c'est que les gouvernements la laissent diriger, et même lui donnent des pouvoirs qu'elle n'a pas, ou lui concèdent des pouvoirs qu'elle n'a pas. L'Union européenne n'avait pas le pouvoir d'emprunter massivement, pour son budget. On l'a fait pour la pandémie, c'était parfaitement contraire au traité. On l'a laissé faire, et on commence à construire ainsi un budget fédéral européen, qui jusqu'à maintenant n'était alimenté pour l'essentiel que par les contributions des États. Donc, voilà, on va recommencer, on esquisse le recommencement de cette opération avec la défense, alors que l'Union européenne n'a aucune compétence en matière de défense, et que le fait de faire de grands emprunts pour financer des dépenses du budget européen n'est pas conforme au traité. Donc ça, c'est une chose. Mais après, il y a des textes, des dispositions dont il faut bien comprendre que il y a des décisions à prendre et des procédures à respecter pour passer par-dessus ces procédures. Permettez-moi, Monsieur Bayrou, d'insister sur l'ironie du débat que nous avons aujourd'hui, alors que l'Espagne et le Portugal connaissent un épisode de blackout, comme par hasard, pile au moment où elle enregistrait un record de production d'énergie solaire, de l'énergie fatale, dont RTE indique depuis des semaines qu'ils étaient incapables de les absorber, et qu'un beau jour, peut-être que ce n'est pas la cause aujourd'hui, mais qu'un beau jour, nous aurions un blackout par incapacité d'adapter et de consommer cette surproduction. Et donc, après l'effondrement du modèle allemand que vous avez tant adoré et tant copié, après la stratégie de la doudoune de Madame Borne pour pallier au manque de production français, votre modèle est entièrement effondré.
Votre modèle n'a pas fonctionné. Et l'ironie veut que vous vouliez continuer votre modèle, Monsieur Bayrou. Certes, vous avez diminué les fameux irritants, pour reprendre le vocabulaire macroniste, un peu moins d'éoliennes par-ci, un peu moins de panneaux solaires par-là, mais votre ligne directrice, Monsieur le Premier ministre, ne semble ne pas vouloir bouger. Or, elle ne conduira qu'à plus d'échecs, plus de factures pour les Français et plus de misère pour notre économie. Permettez-moi quand même, Monsieur le Premier ministre, puisque vos propres troupes absentes sont incapables de leur répondre, de condamner quand même le cynisme de la gauche qui ose venir et monter ici à cette tribune pour pleurnicher sur les factures des Français, sur la misère énergétique que vous avez installée, alors que c'est la gauche qui a inventé les taxes sur le gaz, sur le fioul, sur le carburant et même sur l'électricité. Toutes ces taxes viennent de l'idéologie de la gauche qui a sacrifié le modèle du Conseil national de la résistance, qui avait placé l'énergie comme un bien fondamental au-dessus du marché, dans les mains du marché. C'est la gauche, traître sociale, comme d'habitude, qui, avec la Commission européenne, a fait de l'énergie un bien comme les autres, à la merci des spéculateurs, à la merci des multinationales. Vous avez sacrifié l'un des plus précieux acquis de la résistance. Et vous venez maintenant pleurnicher, accuser le monde entier de vos vices. Ce sont vos vices qui ont conduit à cette catastrophe. Et je regrette qu'une fois plus, la majorité macroniste soit incapable de regarder en face ceux qui ont causé cette catastrophe. C'est bien la gauche qui a créé la catastrophe énergétique que vit la France. Et vous n'avez fait que de les soumettre, que de les suivre. Comme d'habitude, vous n'avez Dieu que pour ces fous de gauche. Ils vont travailler la peur au ventre. Les agents pénitentiaires ne comptent plus les menaces reçues, les véhicules incendiés, les salves de tir sur les prisons. Conditions de travail terrifiantes qui poussent les syndicats à appeler aujourd'hui à une journée prison morte. Ils réclament davantage de sécurité, davantage de moyens, y compris dans les établissements du nord du pays, jusqu'ici épargnés par ces attaques, mais où l'angoisse est aussi bien réelle. Reportage du correspondant d'Europe 1, Maximilien Carlier. Certains agents nous ont alertés sur le fait qu'ils aimeraient pouvoir rentrer chez eux plus en sécurité et qu'ils aimeraient s'armer. Guillaume Potier, secrétaire général UFAP UNSA Justice des Hauts-de-France, évoque la crainte des surveillants pénitentiaires suite aux attaques et menaces. Et on sent de plus en plus, nous en parlent. Je ne sais pas s'ils sont prêts à sauter le pas, mais ils nous en parlent en tout cas, alors qu'avant ça ne revenait jamais jusqu'à nous, quoi. Que beaucoup veulent des armes, mais quand on voit le prix d'une arme et le prix du permis de port d'armes, etc., c'est pas donné tout ça. Mais cela montre la peur qui règne chez les surveillants, souffle-t-il. Les comportements changent, évoluent. C'est complètement hallucinant. C'est vrai qu'il y a des personnels, quand ils rentrent chez eux, ils jettent un peu plus souvent un coup d'œil dans le rétroviseur, voir s'il y a personne derrière eux, quoi. Ils sont inquiets pour leurs proches, mais pour eux aussi, forcément, c'est logique, ça va de pair. Il va falloir aussi se pencher sur l'anonymisation des personnels, explique ce représentant des agents pénitentiaires, car un matricule à la place du nom et du prénom rassurerait selon lui énormément d'agents. Écoutez ces chiffres scandaleux énoncés par David Guiraud. Il est toujours très pointilleux avec les chiffres, celui-ci. Dans le présent projet de loi de finances, on nous parle par exemple de 106 milliards d'euros de recettes de TVA cette année pour l'État. Mais c'est curieux. Parce que la France n'a pas collecté seulement 106 milliards d'euros de la TVA. Notre pays a prélevé le double de cette somme sur les Français. Car les recettes de la TVA, l'impôt le plus injuste, ont explosé sous le mandat Macron. On est passé de 163 milliards d'euros de TVA net collectés en 2017 à 186 milliards d'euros en 2021 et à 217 milliards d'euros en 2024. En 7 ans de mandat Macron, les recettes de TVA ont bondi de plus de 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros supplémentaires, c'est-à-dire juste le budget de notre défense nationale. Rien que ça. Et alors, si nous sommes si riches, mais que le budget de l'État est en grave déficit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Où va cette masse d'argent considérable, payée par les Français, les plus précaires, au supermarché, notamment au caddie, dans des produits alimentaires dont le prix a explosé avec l'inflation? Où va cette fortune payée avec la sueur et les larmes de certaines familles? C'est un député d'une ville, Roubaix, qui connaît un taux de pauvreté à plus de 40% qui vous parle. Où va cette fortune? Mais on est face à un véritable scandale d'État. Car une chose est désormais connue et reconnue, cette fortune va de moins en moins dans le budget de l'État. Je vous donne un fait indiscutable. 100 milliards d'euros de la TVA ne vont plus dans le budget de l'État, c'est-à-dire l'équivalent de 2 fois le budget de notre défense nationale. Et ce, sans qu'il y ait eu un seul débat d'ampleur nationale sur le détournement de cet argent. Et ce n'est pas un détail. L'argent du budget de l'État, il sert à financer la solidarité. L'argent du budget de l'État, il sert à financer des services publics. L'argent du budget de l'État, c'est la transition écologique. Et surtout, l'argent du budget de l'État, il est discuté tous les ans ici à l'Assemblée.
Mais là, on a 100 milliards hein, d'euros qui ont été exfiltrés du budget de l'État, sans qu'on ne sache vraiment à quel moment on en a discuté dans notre Assemblée, sur décision des gouvernements Macron, sans débat national, juste comme ça. C'est quand même, permettez-moi, c'est étonnant, vu que vous parlez, collègue Cazeneuve, quand on discute du financement de nos écoles, de nos hôpitaux, de nos armées, le gouvernement nous dit qu'on est à l'euro près, mais quand on ausculte chaque pupitre de classe pour voir à la loupe, voire même au télescope, si on n'a pas dépensé un centime d'euro, vous êtes là, mais quand 100 milliards d'euros s'envolent du budget de l'État, vous regardez vos pompes. Permettez-moi de relever quand même cette hypocrisie. Notre président est l'ennemi de la France. J'avais dit, moi, je ne vois pas que le président russe nous fasse de mal, mais lui, en revanche, il détruit la France. Je pense que le nombre de Français qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, je ne vais pas vous faire un dessin, qu'est-ce qui est content de la gouvernance de la France aujourd'hui, hein? Bon, le président a été élu légalement, même si on sait dans quelles conditions. Il a dit lui-même qu'il avait été élu par effraction. Mais aujourd'hui, moins de 20% des Français le soutiennent. Ça veut dire qu'il est toujours président légalement, au regard des institutions et de la Ve République. Mais quant à sa légitimité, on peut se poser la question. Voilà. Donc, je m'autorise, et quoi qu'on me fasse, tant que je serai en vie, je m'autoriserai à m'expliquer dans la mesure où on attaque la France. Mais ce n'est pas la peine qu'il se presse, vu mon grand âge, je devrais disparaître assez rapidement des radars. Sauf qu'ils trompent les Français, parce que ces grands médias ne donnent qu'un point de vue. Moi, j'écoute quand même certains médias, je n'ai pas de télévision, mais enfin, certains médias, radio par exemple, et il y a des gens qui ne sont jamais invités sur ces médias. En revanche, certains autres auteurs, généraux, officiers supérieurs, qui sont toujours les mêmes. Alors eux, dans la mesure où ils servent la soupe du pouvoir, évidemment, ils sont accueillis à bras ouverts. Alors, injustice, pas vraiment. Les Français ont du mal à se réveiller. Et si je me base, c'est justement pour ça, pour essayer de les éveiller, de les réveiller, de leur dire, mais regardez ce qui se passe. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ça paraît banal, élémentaire, ce que je vous dis là, mais quand je rencontre les gens, je rencontre beaucoup, y compris sur le terrain. Je précise quand même que je ne suis pas dans ma bulle, je ne suis pas dans un salon parisien. Quand je suis chez moi en Bretagne, je vais tous les samedis matins à l'Agora de Plouer-sur-Rance et tous les mercredis à celle de la Richardie, où je vois les gens qui se mobilisent, qui essaient de savoir pourquoi on nous inflige tant de choses inacceptables. Je vous rappelle quand même, ça c'est pour la petite histoire, qu'il n'y a pas si longtemps, on nous avait imposé de nous signer une autorisation de sortie dans un rayon d'1 kilomètre autour de notre domicile. Mais les gens ne supportent pas ça. Eux nous en remettent une couche sur un certain nombre de sujets. Voilà. Donc, les gens de terrain, je les écoute et je les entends. Et ce que je peux dire au pouvoir, c'est qu'il le sait, le pouvoir. Il est de moins en moins suivi. Donc, ceux qui sont les porte-parole du pouvoir, ils assument leurs responsabilités. Mais un jour, peut-être qu'ils auront des comptes à rendre. Voilà. Je ne suis absolument pas jaloux, pas frustré. L'important pour moi, et je l'ai dit au Conseil supérieur d'armée, c'est de pouvoir me regarder dans la glace tous les matins. Mais pour l'instant, j'y arrive. Je souhaiterais qu'un plus grand nombre de débatteurs en fassent autant. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.